La French Tech est portée pas juste par les Français en France, mais déjà des étrangers en France, parce que la French Tech est désormais assez internationale, mais également par la diaspora dans les 56 communautés étrangères qu'on a, enfin French Tech qu'on a partout dans le monde. En fait, aux États-Unis, on a la Tech for Cash, en Chine, on a la Tech for Control, et en France, on a la Tech for Good. Et je pense que c'est assez important pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il y a un aspect un peu prophétie autoréalisatrice qui vient du fait que la French Tech, et vous me dites si on réussit ou si on ne réussit pas, mais en fait, a activement essayé vraiment de se brander comme un écosystème alternatif à justement à la Silicon Valley et tout ce qu'elle représente. Et en France, il y a un vrai travail, que je vois surtout avec le Next Generation French Tech Summit et tout ça, de coopération avec ce qu'on appelle maintenant les démarches de Smart Regulation, où on travaille main dans la main avec notre écosystème sur ce sujet. Donc je pense que c'est à la fois, c'est une conviction personnelle, c'est une politique de l'État, mais c'est aussi quelque chose qui est assez important, je dirais, à la stratégie de positionnement de l'écosystème tech français et européen d'ailleurs dans les prochaines années. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous. On reçoit aujourd'hui une amoureuse de la France, une ambassadrice même, qui défendrait bec et ongles nos couleurs bleu, blanc, rouge. Elle est une figure emblématique de notre écosystème tech et start-up. Vous la connaissez toutes et tous. Elle s'appelle Kat Borlongan. Et elle dirige la mission French Tech depuis maintenant plus de 3 ans. Salut Kat. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je suis aujourd'hui aussi accompagnée spécialement par le grand, l'unique, le brillant Pierre-Éric Lebovici. Oui, partenaire et investisseur chez Daphne. Salut Pelle. Salut Aurélie. Bonjour Kat. Bonjour. Alors avant de commencer, revenons juste sur le background un petit peu de Kat pour savoir comment elle maîtrise aujourd'hui la langue de Molière aussi bien que vous et moi. Comment aujourd'hui elle est une figure incontournable et représente la France auprès des plus grands décideurs. Et comment enfin elle est un vrai modèle féminin pour beaucoup d'entre nous, de par son parcours mais aussi son engagement pour plus de diversité dans la tech. Kat, tu arrives de Philippines en France à 20 ans. Mm-hmm. Tu intègres Sciences Po Bordeaux. Ensuite, avec ton diplôme en poche, tu pars à Montréal pour travailler pour Reporters sans frontières. Là où tu aides à la libération d'un journaliste en Somalie. C'est ça? Oui, ça a l'air un peu random, mais c'est parce qu'on avait fait les vidéos juste avant où il y avait de vérité un mensonge, voilà. Voilà, de toute façon, vous saurez, en tout cas, si c'est une des vérités de la vidéo. Kat a bien aidé à la libération d'un journaliste en Somalie. Après cette expérience pour Reporters sans frontières, tu es consultante en communication pour l'Organisation de l'aviation civile internationale. Tu t'investis ensuite dans tous les sujets d'open data. Un passage par Google quand même. Ensuite, tu fondes 5x5, un bureau d'innovation. Bref, je m'arrête parce que la bio est très longue, mais en tout cas, le 24 mai 2018, une date très importante, tu es nommée directrice de la mission French Tech par Mounir Majoubi. Est-ce qu'on a oublié des choses quand même très importantes ou pas? C'est plutôt vrai? C'est plutôt bon? Oui, je pense que ça va. On va pas non plus faire tout mon page LinkedIn. Et avant de te poser plein de questions qu'on a préparées avec Pelle, la première qu'on pose toujours à nos invités, c'est comment aujourd'hui tu build a City for Good? D'un point de vue plus personnel, tu vois, au-delà de juste la casquette French Tech et tout ça, je pense que tu vois, comme toi, comme Pelle, partout on est, aussi d'avoir l'impact le plus positif possible. Et c'est juste une question de quels sont les moyens qui sont mis à notre disposition. Moi, une chance absolument folle que j'ai, c'est d'avoir cette fabuleuse équipe et ce fabuleux écosystème comme moyen de pouvoir faire ce genre de changement. Et quels sont les genres de changements qu'on a envie de voir aujourd'hui? Très clairement, je pense qu'on est assez aligné avec Daphne sur tout un tas de choses. On aime bien voir des champions. Le champion tech international et tout ça, surtout quand ils sont dans notre portfolio, je crois. Même au niveau de l'écosystème, parce que ça favorise l'ensemble du marché. Donc, tu vois, oui.
Non, mais c'est vrai, absolument. Mais après, la question, c'est à quoi ça sert. Et je pense que la French Tech, pendant très longtemps, enfin, Apple, tu le sais, peut-être dans l'écosystème depuis plus longtemps que moi, mais tu vois, pendant très longtemps, les questions qu'on se posait, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les startups, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la French Tech. Et c'est vrai que moi, pendant les premières années de mon mandat, c'était vraiment mon focus numéro 1. Et aujourd'hui, par rapport à ta question, Ellie, je pense que la question devient, qu'est-ce que la French Tech pourrait faire maintenant pour la France? Surtout à un moment où on a vraiment besoin d'elle, quoi. Et du coup, aujourd'hui, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment d'essayer d'orienter le max possible, en fait, toutes les politiques pro-startup pour faire en sorte que c'est des choses que les startups pourraient faire pour vraiment favoriser un plus grand nombre de gens, que ce soit dans l'inclusion, faire en sorte que la French Tech puisse être accessible, en fait, que ce soit à niveau entrepreneuriat, au niveau talent, plus grand nombre, tous horizons, tu vois, partout en France, partout sur le territoire, que ce soit vraiment des personnes qui sont réfugiées ou par exemple qui viennent de milieux extrêmement difficiles. Il y a des sujets d'environnement qui émergent, notamment avec la création de notre nouveau programme qui s'appelle le French Tech Green 20, qui est le seul programme qu'on a sorti depuis le Next 40 et le French Tech 120. Et ensuite, naturellement, il y a tout le travail qu'on fait aussi pour l'égalité homme-femme, que ce soit en mettant en place des quotas comme celui qu'on avait mis en place pour tous les événements qu'on soutient. On soutient plus du tout d'événements. Enfin, on soutient on parle pas, on n'est jamais partenaire d'événements qui ont moins de 35% de femmes intervenantes. Quel est le statut de la French Tech? Tu peux nous le rappeler, Kat? La French Tech, la French Tech, c'est un concept. En fait, c'est drôle. J'avais posé les questions quand j'ai fait mon entretien d'embauche. J'avais posé la même question en fait à la personne qui est devenue le DIRCAF de Cédric aujourd'hui. Tu sais, Kat, la French Tech, c'est comme le footix. Comme ça veut rien dire. Mais en fait, la French Tech, c'est le surnom de l'écosystème tech français. C'est un mouvement. Et en fait, derrière la French Tech, il y a des gens comme toi, comme il y a des gens comme moi. Après, il y a un back-office quand même, que j'avoue, les gens connaissent moins, mais qui est potentiellement moins intéressante aussi, où on voit qu'il y a une équipe, je dirais, plutôt bicéphale. Il y a toute la partie de la French Tech qui est dans les communautés directement. Donc là, on parle des 120 communautés labellisées French Tech, que ce soit French Tech San Francisco, French Tech Tokyo, French Tech Aix-Marseille et tout ça. Et naturellement, en fait, toutes les 15 000 et quelques startups qui en font partie et toute la communauté, entre guillemets. Et ensuite, il y a aussi, je dirais, la partie de la French Tech qui sont plutôt, je dirais, les wingmen ou les wingwomen, entre guillemets, de la French Tech qui sont au sein de l'État. Et ça, c'est moi et l'équipe que je dirige. Qu'on appelle la mission French Tech, qui désormais, en fait, depuis les 3 dernières années, est devenue une sorte de grand réseau, une sorte de grand mafia French Tech au sein de l'État. Donc, il n'y a pas vraiment de statut, parce que la French Tech, c'est pas une seule organisation, c'est vraiment un mouvement où chacun fait, en fait, ce qu'il peut pour essayer d'avancer la cause. Et si je te pose la question, c'est pour rebondir sur ce que tu disais en introduction, à savoir que finalement, il faut étendre votre action. Aujourd'hui, on parle énormément de réforme de l'État et on voit que l'initiative French Tech, qui est assez nouvelle dans l'organisation de l'État, a conduit à plein d'énormes succès et a donné un élan hyper positif pour tout notre écosystème. Et finalement, on pourrait dupliquer cette approche probablement sur d'autres sujets, auprès d'autres ministères, pour avoir le même impact, mais sur des sujets différents. Et donc, et la question, est-ce que tu penses que tu pourrais jouer ce rôle de rôle modèle et faire de la pédagogie auprès d'autres institutions publiques pour les aider à bouger les lignes et à réformer l'État tel qu'on l'imagine tous? Oui, après, naturellement, c'est une question qu'on pose et c'est pas comme si ça n'a jamais été tenté. Hein. Le système, juste peut-être pour raconter aux auditeurs comment nous on est organisé au sein de l'État. Au sein de l'État, le truc le plus important à noter, c'est que le vrai patron de la French Tech, c'est Cédric O. Ensuite, il faut imaginer qu'ensuite, notre objectif, c'est ces fameux 25 licornes d'ici 2025, mais pas au prix de la diversité, de l'inclusion, de la cohésion territoriale et de l'environnement. Donc, c'est très clair puisque c'est vraiment les objectifs qui ont été posés par le président. Et ensuite, les questions, c'est, en fait, par rapport à ces objectifs-là, l'État sert à quoi? Qu'est-ce que l'État pourrait faire? Quelles sont les tactiques qui sont à notre disposition? En fait, c'est très simple. Il faut imaginer qu'il y a plusieurs équipes. Il y a une équipe qui est l'équipe plutôt financement, où là, il y a les trésors, il y a les DGE, il y a BPI. Et moi, en fait, la partie que je mène, c'est plutôt la partie de l'équipe qui fait tout sauf le financement. Donc, en gros, nous, qu'est-ce qu'on a? On a les programmes.
comme le Next 40, comme le French Tech 120, comme French Tech Tremplin, qui sont déployés partout en France. On a le marketing international aussi, donc on est un peu les garants ou les ambassadeurs de la marque de la French Tech à l'étranger, qui est mine de rien la marque aussi de tout l'écosystème tech français. Il y a aussi tout ce qui est politique publique, où là, on fonctionne plus comme un QG, c'est-à-dire que nous, au sein de la mission French Tech, on réunit un réseau de plus d'une cinquantaine de correspondants French Tech, que ce soit de la CNIL, la CNES, l'URSSAF, la Banque de France et tout ça, qui travaillent avec nous par rapport à certaines priorités pour les startups. Donc en fait, c'est intéressant parce qu'en ce moment, comme vous savez, il y a beaucoup de discussions sur la présidence française de l'Union européenne. Donc en fait, les questions que tu m'as posées, Pelle, plein de gens me posent les mêmes questions par rapport à d'autres pays européens. Mais en fait, c'est pas une question d'orga, parce que je suis assez fière de ces setups-là parce que en fait, il n'y a pas d'orga formel. Il n'y a aucun contrat qui lie l'URSSAF à nous. Il n'y a aucun contrat qui fait que les trésors, en fait, doit aider une de nos startups par rapport à leur expansion internationale au Japon ou quoi. C'est en fait une sorte c'est vraiment grâce au travail de leadership du président et également des salariés que tout le monde comprend que désormais, les startups, c'est important. Et ensuite, il y a juste un instance un petit peu de coordination et du community building qui est la mission French Tech qui nous aide à avancer. Donc, je pense que pour y arriver, en effet, je pense que c'est tout à fait possible, mais je pense que c'est pas une question d'engineering ou d'organisation. C'est vraiment une question avant tout de leadership, quoi. Et en préparant l'interview, on s'est demandé avec Pelle s'il y avait d'autres initiatives comme la French Tech en Europe. Et est-ce qu'on est singulier par rapport aux autres ? Oui. C'est vrai ? Non, mais c'est vrai que tu vas pas nous dire non en même temps. En fait, non, mais est-ce qu'il y a des associations ou des organisations de pro-startup dans d'autres pays européens? Oui. Enfin, il y a TechLeap, par exemple, aux Pays-Bas, il y a TechNation au UK, il y a Startup Estonia en Estonie. Je pense quelque chose qui fait de la French Tech un mouvement assez unique, c'est porté directement par le président. Alors que souvent, les associations de start-up, c'est un regroupement de gens parmi d'autres, tout ça, qui n'ont pas forcément, en fait, l'accès au lien, voilà. Le deuxième chose, c'est que l'équipe de la mission French Tech est dans l'État directement. Donc, par exemple, j'ai eu une discussion il n'y a pas si longtemps que ça avec mes homologues hollandais, et on parlait beaucoup de l'importance de l'immigration pour l'écosystème tech. Et nous, on a mis en place, par exemple, le fameux French Tech Visa. Et en fait, quelque chose que je vois, c'est la différence dans nos approches. Eux, leur approche, c'est une approche vraiment lobbying, où ils essayent de sensibiliser les personnes dans leur entourage, les politiques publiques, les ministères et tout ça, pour leur dire que l'immigration est vachement importante et tout ça, faites quelque chose. Nous, quand on a dû le faire, on a dû rédiger le décret d'application de la loi, mettre en place le système de KYC pour déterminer en fait quelles entreprises auraient le droit de l'utiliser. On a rédigé des équivalents de customer script qu'on appelle des circulaires diplomatiques et tout ça pour les déployer dans toutes les ambassades, dans tous les consulats, dans toutes les préfectures. Jusqu'à aujourd'hui, on fait énormément de SAV quand ça bloque, par exemple. Donc c'est pas du tout la même chose. Et je crois que le troisième chose aussi qui fait de la French Tech quelque chose d'assez unique, c'est vraiment la présence territoriale. Souvent, quand on regarde les équivalents de la French Tech dans d'autres pays, ils ont tendance à être très, très, très concentrés en une seule ville, alors que la French Tech est portée pas juste par les Français en France, mais déjà des étrangers en France, parce que la French Tech est désormais assez internationale, mais également par la diaspora dans les 56 communautés étrangères French Tech qu'on a partout dans le monde. Si on revient sur notre raison d'être qui est Build a City for Good, et on avait commencé à aborder le sujet, nous on est parti du principe qu'il fallait faire bouger les lignes pour laisser un monde meilleur à nos enfants, et ça fait 10 ans qu'on investit avec cette ambition de soutenir des projets qui vont avoir un impact positif d'un point de vue environnemental, économique, sociétal. Quelles sont les initiatives de la French Tech concrètement pour justement amplifier la dynamique que l'on est en train d'observer en ce moment sur le marché? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je ne vous cache pas que pendant très longtemps, il y avait à la fois un axe hyper-croissance
qui a expliqué la création du Next 40 de la French Tech 120, et ensuite l'axe Tech for Good. Je t'interromps, mais tu vois, nous, on pense que c'est tellement dans l'ADN européen par rapport à d'autres pays, ça serait intéressant de voir si tu partages la même analyse, mais on est en avance sur ces questions-là. Tu vois que si tu prends l'Asie ou les États-Unis, finalement, d'un point de vue culturel, les Européens sont en avance sur ces sujets à impact positif. Et on pense que l'hypercroissance peut être intimement liée à la dynamique autour de la Tech for Good, parce que finalement, c'est le marché qui va driver la croissance. Donc, on est intimement persuadé que plus on mettra l'accent, plus on aura de champions. Donc Back Market était évidemment l'exemple emblématique, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Enfin, rien que dans le Next 40, j'ai Back Market, e-commerce, Doctolib, Care, Open Classrooms. Vraiment, je peux continuer tout ça. Insect, Innovafeed. Et on est très fiers en fait de voir que on a des boîtes qui ont un très fort impact, qui sont dans ce programme d'hypercroissance versus un programme entièrement dédié à l'impact où ils sont un petit peu cantonnés dans un coin. Il y a je sais pas si vous l'avez vu, mais le président, dans le cadre d'une interview qu'il avait fait pour le rapport d'Atomico sur le State of European Tech, avait dit quelque chose qui était assez frappant. Il a dit, en fait, aux États-Unis, on a le Tech for Cash, en Chine, on a le Tech for Control, et en France, on a le Tech for Good. Et je pense que c'est assez important pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il y a un aspect un peu prophétie autoréalisatrice qui vient du fait que la French Tech, et vous me dites si on a réussi ou pas, mais en fait, a activement essayé vraiment de se brander comme un écosystème alternatif à justement à la Silicon Valley et tout ce qu'elle représente, en disant que l'objectif c'est pas forcément de le concurrencer head-on en tant que écosystème, mais c'est dire en fait en France c'est juste que c'est différent. En France, aux États-Unis, vous êtes très fiers de pouvoir virer des gens at will. Ici, on est très fiers de pouvoir les soutenir avec le chômage partiel quand tu es en plein milieu d'une crise sanitaire. Tu vois, aux États-Unis, vous êtes en mode move fast and break things, en essayant d'ignorer en grande partie en fait ce régulateur jusqu'à ce qu'on se fasse taper sur l'épaule. Et en France, il y a un vrai travail, que je vois surtout avec le Next 40, Tech 120 et tout ça, de coopération avec ce qu'on appelle maintenant les démarches de smart regulation, où on travaille main dans la main avec notre écosystème sur ce sujet. Donc je pense que c'est à la fois, c'est une conviction personnelle, c'est une politique de l'État, mais c'est aussi quelque chose qui est assez important, je dirais, à la stratégie de positionnement de l'écosystème tech français et européen d'ailleurs dans les prochaines années. Donc Tech for Good, Tech for Control et Tech for Cash. Voilà. C'est un super résumé. Comment tu vois depuis 3 ans un petit peu l'écosystème évoluer, toi, c'est ton bilan un peu après 3 ans à la tête de la French Tech. Est-ce que les challenges qui restent à relever encore et comment ça a évolué un petit peu? Oui, on en a toujours, mais peut-être pour répondre à tes questions, il faut que je commence par dire c'était quoi un peu l'état de lieu quand je suis arrivée. Je suis arrivée en 2018 et je dirige la 2e mission French Tech. Il y avait une première mission French Tech qui était dirigée par mon prédécesseur qui s'appelle David Monteau. Et la première mission de la French Tech était de résoudre 2 problèmes. Le premier, c'était le French bashing dans la tech à l'étranger, d'ailleurs souvent par les Français eux-mêmes. C'est clair. Voilà, c'est une sorte de sport national. Voilà, on est très exigeant avec nous-mêmes aussi, donc c'est normal. Et le deuxième, c'était de faire en sorte que le sujet de start-up devienne déjà un peu moins ésotérique. Auprès des grands groupes, auprès des institutions, auprès de l'État et tout ça, et que les startups en fait se sentent un peu moins seules, et qu'on arrive à faire ça en réunissant l'écosystème derrière une bannière dont ils pourraient être fiers. Et du coup, ça, je pense, on peut estimer que la première mission French Tech a réussi. Donc moi, je suis arrivée en 2018 et l'écosystème a changé, mais le monde avait aussi changé. Et les questions qu'on se posait, je ne sais pas si vous vous en souvenez. J'aime bien ces petits moments un peu de nostalgie et d'histoire, mais en fait, il y avait un écart de 6 mois entre moi et mon prédécesseur. Donc pendant 6 mois, la mission French Tech a eu aucun directeur. Et pendant cette période-là, il y avait plein de gens qui pensaient que la French Tech allait mourir,
ou en tout cas la mission French Tech allait mourir, parce qu'ils trouvaient qu'on ne servait plus à rien. Je dis, OK, c'est très bien, fédérer, accélérer, rayonner et tout ça, mais pour faire quoi? Et du coup, moi, quand je suis arrivée, l'objectif qu'on m'avait donné, c'était de faire en sorte que on puisse passer vraiment de start-up à scale-up, de scale-up à licorne, de licorne à champion tech international avec la plus grande vélocité possible, mais sans abandonner nos valeurs. Donc, en tout cas, c'était ça. Et de vraiment scaler la partie plus opérationnelle de la French Tech. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Je ne vais pas non plus faire la longue liste, en fait, mais peut-être juste sortir les milestones dont je suis le plus fière. Les premières, c'est assez drôle de dire ça, mais je suis fière que pour une fois, les startups ont plus honte de leur gouvernement. Ce qui était le cas pendant longtemps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a des gens qui quittaient la France en disant c'est une bande de bureaucrates qui ne comprennent rien à l'innovation et tout ça. Ça ne sert à rien qu'on reste ici. Soit on va flipper notre boîte aux États-Unis ou quoi, soit on va aller lancer ailleurs parce qu'il n'y a plus aucun espoir. Et aujourd'hui, en fait, le plus grand ambassadeur de la France sont ces boîtes-là qui étaient extrêmement exigeantes avec nous. Et pour ceux qui connaissent moins l'écosystème, ça se traduit par le retour de plein de Français qui étaient à l'étranger. C'est-à-dire que Londres et San Francisco se sont vidés avec plein d'énormes talents qui sont revenus en France. Oui, j'ai parlé avec le consul de San Francisco il n'y a pas si longtemps et même si on ne sait pas vers où ils sont allés, mais il m'a quand même parlé de à peu près 1500 Français qui sont partis ces 6 derniers mois. Et oui, en effet, il y en a plein qui rentrent, on le voit dans tous les côtés, mais du coup, pour moi, le fait qu'ils rentrent, c'est un vrai, je dirais, c'est un vrai signe de confiance et d'espoir aussi, pas forcément par rapport à ce qu'est l'écosystème aujourd'hui, mais ce qu'elle pourrait devenir. Et puis, je pense que la deuxième chose dont je suis le plus fière, c'est vraiment le réseau de la French Tech. Quand j'ai commencé, il y avait une 30aine de communautés French Tech labellisées. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui montre que le mouvement est assez fort et continue à se renforcer. C'est le fait que depuis une semaine, on a passé les 120e communautés. Donc voilà, il y a vraiment ce mouvement-là. Et puis ensuite, que ce soit dans les communautés ou dans l'État, je trouve qu'aujourd'hui, on peut quasiment être fier du fait que la French Tech est devenue mainstream, quoi. Alors que pendant très longtemps, elle était encore assez niche. Tu veux rebondir ? Non, ça se traduit aussi par une tendance qui est hyper positive pour nos boîtes et pour justement faire des champions internationaux, qui est l'arrivée de plein de talents européens qui viennent sur le marché français, ouais. Là où c'était un peu moins le cas. On observait cette tendance notamment à Londres. Quand on débarquait dans des boîtes anglaises, il y avait 80% d'étrangers et finalement on sent que c'est en train d'arriver assez fortement dans des startups prometteuses en France, donc c'était super. Non, mais c'est vrai que je dis ça parce que je suis sûre que ça s'entend encore. Aurélie a parlé tout à l'heure du fait que je parle couramment français, mais bon, là c'est un podcast et tout le monde entend mon accent. Et non, et en fait, c'est intéressant parce que je me souviens que quand Mounir m'avait nommé, il y avait justement cette interrogation du fait que est-ce que vous êtes sûr vraiment que vous avez envie de nommer une étrangère à la tête de quelque chose qui s'appelle la French Tech, qui est un mouvement avant tout français. Et tu vois, Mounir, il avait une super réponse que j'ai dit encore aujourd'hui, c'est que la French Tech n'est pas un mouvement de gens de nationalité française, c'est avant tout un projet. Qui est très lié à la France et à ce que la France veut accomplir justement par rapport à cette mission par exemple de Tech for Good. Une stat qui me fait particulièrement plaisir, c'est avant, donc on parle encore du bilan, mais jusqu'en 2019, donc avant qu'on mette en place le nouveau visa, il y avait uniquement 107 startups qui avaient le droit en fait à utiliser un dispositif accéléré pour faire venir des gens. Donc en gros, il y avait uniquement 107 boîtes qui pouvaient utiliser le French Tech Visa. Et entre du coup 2019 et aujourd'hui, le montant a passé de 107 à 1100. Donc aujourd'hui, il y a 1100 startups sur les 12-15 000 et quelques, on ne sait jamais exactement combien de startups il y a en France, mais bon, qui aujourd'hui ont déjà utilisé le French Tech Visa. Des chiffres, dont vous pouvez être fiers, franchement, bravo. Hein. Ouais, c'est un beau bilan.
tu vas continuer, Kat, tu vas repartir sur un nouveau mandat. Attends, ça sera notre dernière question. On va d'abord finir. Les challenges qui restent à relever, du coup, peut-être t'en as moins parlé. C'est encore maintenir encore continuer ce mouvement d'accueillir et de faire venir des nouveaux talents européens, et c'est de continuer à avoir tout ce mouvement-là, c'est de... Oui, je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire que nous, on n'a absolument pas du tout lâché la partie hyper-croissance. Pour nous, vraiment, demain, les champions de tech de demain seront aussi français. Et c'est vrai qu'on a tendance à être très fiers parce que, voilà, il y a eu le levé de Alan, de Vestiaire, de Miracle, de Back Market, ainsi de suite. Soit un peu de promo. Non, mais du coup, on a tendance à dire, OK, ça y est, la fin de chèque est arrivée. Mais franchement, vous mettez ensemble tous les Next 40, on n'est même pas arrivé à la valeur de Stripe. Donc, en fait, il y a encore pas mal de chemin à parcourir. Et ça ne nous suffit pas. On n'est pas du tout dans un trip où on dit, on veut juste, en fait, être meilleur que l'Allemagne. C'est pas du tout ça l'objectif. Et en effet, c'est vrai qu'il y a encore pas mal de choses à faire sur ce point-là. Donc, on regarde, en fait, quels sont les besoins de startups en hyper-croissance. Et il y en a toujours plein. Que ce soit le sujet des talents. Moi, je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre, en fait, que ça soit vraiment optimiser le genre de formation qu'on a en France pour faire en sorte que de plus en plus de gens se dirigent vers la tech, ou faire en sorte que la France soit plus attractive pour des talents étrangers dont on a plus besoin en plus, parce qu'il y a ces sujets de... vous l'avez, j'en suis sûre, mais il y a toujours le problème, en fait, par rapport au profil plutôt senior, plutôt exec, qu'on n'a pas forcément... on n'a pas assez en France. Et puis, il y a le deuxième enjeu pour moi qui est peut-être pas si nouveau que ça, mais qu'on sent beaucoup plus depuis la crise, qui est de faire en sorte que la French Tech soit réellement au service de la France. Je sais pas si vous voyez les chiffres, mais tous les ans, on investit environ 1,3 milliard dans les startups. Que ce soit en investissement direct, fonds de fonds ou quoi, ou de subventions, plus le 4,3 milliards qu'on a débloqué comme ça du jour au lendemain, grâce à Cédric O, pour soutenir les startups pendant les crises. Donc, les questions, et puis voilà, et tout ça avait été fait parce qu'on a tellement investi dans cet écosystème qu'on voulait pas, en fait, on s'est dit, OK, crise ou pas crise, on veut absolument les soutenir quoi qu'il arrive. Et du coup, aujourd'hui, alors que tout à l'heure, je parlais d'un monde où on essayait d'expliquer à des gens qu'est-ce que c'est une start-up vite fait, aujourd'hui, on se trouve dans un monde où, en fait, c'est les start-up qui sont moteurs de la relance. De plus en plus. Donc, les questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est, voilà, dans un monde, qu'est-ce que nous, on peut faire pour la French Tech, et qu'est-ce que la French Tech peut faire pour la France, qu'est-ce que la French Tech peut faire pour le monde. Et je pense sur ça, il y a encore du travail, que ce soit, tu vois, je disais tout à l'heure, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur la diversité, que ce soit sur l'inclusion. Voilà, et il y a quelque chose dont je suis persuadée, tu vois, je sais qu'il y a plein de plus en plus de startup bashing en ce moment, mais pour avoir passé pas mal de temps, y compris avec les fondateurs des boîtes type Next 40, si on n'y arrive pas, c'est pas parce que tous ces fondateurs-là sont de gros connards et tout ça, ils sont complètement anti-environnement, anti-femmes, ce genre de choses-là. C'est aussi parce que il y a des vrais enjeux de professionnalisation. Déployer, par exemple, un vrai programme pour la diversité, pour l'inclusion, ça prend du temps, ça prend de la formation, ça prend une équipe, en fait, qui l'a déjà fait, qui sait comment le faire, qui sait comment le déployer, alors que la boîte est en train de grandir tu vois, 200% tous les ans, quoi. Donc, je pense que c'est le genre d'entraide, le genre de soutien, le genre de partage de best practices qu'on voit dans l'écosystème aujourd'hui qui va vraiment nous aider. Moi, j'ai des questions. Après, tu vois, l'écosystème, il prend un rôle pédagogique qu'on ne voit pas. Oui. Mais il y a une dizaine, vingtaine d'années, tu avais très peu de chefs d'entreprise qui incarnaient ce qu'était l'entrepreneuriat. D'ailleurs, ça se résumait à un ou deux profils emblématiques, c'était toujours les mêmes. Grandjean et Mazzella, quoi. Non, mais même au-delà, tu vois, il y a 20-30 ans, c'était Bernard Tapie, tu parlais de l'entrepreneuriat, et ça a évolué, t'as eu Grandjean, t'as eu Marc, t'as eu Mazzella, mais tu vois, ça se consolidait, c'était très concentré. Bon, maintenant, finalement, l'entrepreneuriat, il est incarné par
plein d'entrepreneurs, par plein d'entreprises. Et donc, pour les jeunes, c'est génial parce que ça leur donne des perspectives. Donc, il y a un catalogue de rôles modèles. Et ça, on va le mesurer, mais avec le temps, et on commence déjà à le voir parce que tous ces succès ou tous ces entrepreneurs emblématiques, ils créent des vocations. Et nous, on le voit parce que dans le deal flow, les chefs les founders qui viennent nous voir, ils sont beaucoup plus sophistiqués que ce qu'on avait l'habitude de voir et en masse. Quoi. Donc et beaucoup plus ambitieux aussi, non? Hyper ambitieux. Ouais. Donc tout de suite, ils voient grand, ils voient et ils voient tout de suite global. Ouais. Alors qu'avant, on n'était pas du tout dans la même dynamique. Et on t'a pas parlé des corporates. Est-ce que vous avez des actions spécifiques que vous menez auprès des corporates? Parce que c'est un peu la dernière brique dans l'écosystème qui manque de notre point de vue. Il y a encore pas mal à faire. C'est-à-dire qu'il y en a assez peu qui sont sensibilisés et qui voient le monde de la tech et des startups comme finalement un relais de croissance pour eux. Tu vois, on a assez peu d'acquisitions de startups européennes par des corporates européens. Et c'est dommage finalement, on ait dans la plupart des cas des Américains qui viennent se porter acquéreurs des sociétés de notre portefeuille. On préférerait autant que ce soit des acteurs européens. Absolument. En tout cas, moi, pendant mes premières années, mon focus numéro 1, c'est déjà de faire en sorte que l'État soit un super partenaire pour les startups. Et puis, naturellement... Ça, c'est réussi. Ouais, il y a encore du travail et tout ça, mais je pense que globalement, on a fait collectivement un super job. Mais en effet, il y a des sujets de corporate, et pour les corporates, pour être assez précis, quand on parle de startup corporate, il n'y a que 2 choses qui m'intéressent. Les incubateurs, accélérateurs, tout ça, ça m'intéresse moyennement. Les CVC, ça m'intéresse moyennement. Ce qui, pour moi, me tient vachement à cœur, c'est le volume de transactions entre des corporates européens avec des startups européennes. Et le deuxième, c'est ce sujet M&A qui nous rend tous dingues, je crois. Voilà. Les deux étant liés, parce que finalement, si tu veux te porter acquéreur, il faut en amont avoir initié une relation commerciale pour être certain que tu fais une acquisition qui est pertinente. Oui, c'est vrai. Comme en amont, cette relation commerciale, elle est compliquée à construire, finalement, évidemment, en aval, les opérations de M&A, elles sont beaucoup plus complexes à réaliser. Non, c'est sûr. Je pense que, en effet, souvent quand tu parles avec des corporates, ils parlent de startups en groupe. Chaque fois qu'ils parlent des startups qui sont plutôt dans le marketing, dans tout ce qui est B2B SaaS, ce genre de choses-là. Mais en France, en fait, quand on parle de startup corporate, quelque chose qui nous intéresse beaucoup aussi, c'est tous les partenariats, toute la coopération R&D avec les startups deep tech, où justement le sujet d'acquisition en fait devient encore plus stratégique pour la France. C'est un sujet qu'on a décidé, en tout cas là, je parle avec ma casquette French Tech et tout ça, c'est un sujet qu'on a décidé d'aborder plutôt au niveau européen. Donc on a lancé quelque chose qui s'appelle Scale Up Europe, qui est une initiative qui était lancée par le président, qui fédère environ 150, que ce soit des fondateurs, des GPs, des execs dans des corporates, tout ça, tous ensemble pour justement répondre à ce genre de problématiques. Les questions numéro 1, c'est comment on peut faire en sorte que l'Europe puisse vraiment pour de vrai être un leader dans la tech dans les prochaines années. Donc, en fait, avec une échéance assez courte versus de juste se projeter dans horizon de 2050 et tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'il y a cette question-là qui est posée pour voir de manière très concrète quelles sont les actions dont on a besoin. Parce que est-ce que c'est une question d'incentive fiscal? Je suis pas sûre. Est-ce que c'est tout simplement aussi, il y a encore un problème de professionnalisation? Je ne sais pas si vous avez déjà parlé avec les départements achats, par exemple, des corporates qui bossent avec des startups. Tu vas avoir énormément de bonne volonté au niveau BU, au niveau exec, et puis ensuite, ils arrivent là, ils ne savent pas ce que c'est un SaaS, quoi. Donc, il y a ces enjeux-là qui sont aussi assez importants. Et si tu n'as pas 3 bilans, tu n'es pas référencé, donc ça pose voilà. quelques problèmes. Voilà, absolument. Voilà. Avant de finir, on voulait parler de tes combats, entre guillemets tes combats, tes engagements, on va dire. Mais tu nous en as déjà un peu parlé, hein, le fait d'attirer des talents étrangers de plus en plus, c'est important. Vous le faites déjà grâce au French Tech Visa, la diversité,
l'inclusion, la parité. Est-ce que tu veux ajouter des choses sur ces engagements-là? Ouais, mais en fait, je veux ajouter le fait qu'en fait, c'est le même combat. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, pour moi, le talent, c'est le nerf de la guerre. Notre objectif, c'est de faire en sorte que la French Tech puisse disposer du plus grand réservoir de talents start-up dans le monde. Et pour y arriver, il faut que du coup, on regarde tous les obstacles. Il y a en effet un obstacle qui est l'obstacle géographique ou une question de perception de la France. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur les visas. Mais les visas, c'est pas tout. Tant que les gens pensent qu'en France, on parle pas anglais, on n'aime pas les étrangers, ou on est anti-startup ou ce genre de choses-là, on travaille que 35 heures par semaine, ce genre de choses-là, la French Tech sera pas l'écosystème tech international dont on a besoin. La deuxième frontière, c'est en effet les questions d'inclusion. Par exemple, tu parlais tout à l'heure de rôle modèle. En effet, je suis hyper contente de voir qu'il y a une plus grande diversité de rôle modèles. Tu vois, c'est des personnes qui sont plutôt jeunes, qui sont lancées dans des conditions différentes, qui ont des mindsets assez différentes. Mais en fait, pour la plupart, ça reste, il y a encore le template du mec sorti de HEC qui a fait un passage chez McKinsey ou Google ou quoi, qui s'est lancé. Et quelque chose dont je rêve, c'est que des personnes qui ressemblent mais absolument pas du tout à ça, puissent se dire, en fait, j'y vais quand même, l'entrepreneuriat, c'est pour moi, c'est mon rêve et je pense que je peux réussir. Il y a un écosystème qui va me soutenir, il y a la French Tech qui va me soutenir, donc j'y vais quoi. Et puis il y a le troisième qui est le combat justement pour les femmes quoi, pour l'égalité hommes-femmes. Là, ça va un tout petit peu mieux que l'année dernière. On est passé de 13% à 20% de startups qui ont des femmes fondatrices et cofondatrices. Mais bon, il y a encore pas mal de choses à faire. Il y a quelque chose dont on n'a pas du tout parlé qui me tient quand même à cœur. C'est par rapport au sujet talent, c'est aussi le chercheur. On a tendance à oublier les chercheurs, le monde de la science et le monde académique, alors qu'il ne faut pas oublier que la France est un pays de la deep tech aussi. Et tant qu'on n'arrive pas à créer des ponts entre les startups numériques classiques, entre guillemets, et le monde de la recherche, on se prive d'énormément de réussite. Il y a énormément de travail à faire. Mais là, on va basculer sur de la politique. Parce que finalement, la recherche, elle est vachement drivée par la politique. Oui, parce que c'est la charge publique, oui. Mais Donc, pas que. Moi, je pense qu'il y a une partie, quelque chose que je ressens vachement, c'est tu as une culture ici qui est... tu vois, j'avais fait il y avait le French Tech Boston et le consul de Boston qui ont organisé une sorte de voyage immersif pour moi pour mieux comprendre en fait l'écosystème life science à Boston et tout ça. Et quelque chose qui m'a vachement marqué, en tout cas si on regarde les différences entre la France et cet écosystème-là, c'est vrai qu'il y a tout un tas de mécanismes et tout ça qu'on pourrait mettre en place, et tout un tas tu vois, des choses qui sont plutôt liées à la politique, mais il y a un sujet de mindset aussi. Parce que tant que des chercheurs pensent que des entrepreneurs, c'est des sales capitalistes qui veulent juste faire des exits rapides et tout ça auprès des Américains qui n'ont aucun sens en fait d'impact ou de responsabilité ou de service public, ils sont tellement dans une culture à part qu'on n'arrivera pas à bâtir ce genre de pont. Mais c'est un énorme sujet parce qu'on on a une expertise, on a un savoir-faire qui est extrêmement mal valorisé ou qui est insuffisamment valorisé. Pour moi, c'est le prochain combat. Et c'est un budget, ça représente un budget par rapport au budget global de l'État qui est énorme et qui finalement pourrait être probablement, on fait un peu de politique là, mais qui pourrait être mieux utilisé. Et tu vois, nous, on passe pas mal de temps dans les labos pour justement identifier des technologies et essayer de les valoriser. Oui. Et il y a tellement de freins. Alors, il y a le frein culturel que tu décrivais, mais il y en a aussi. Oui, il y en a plein. Il y a tous les sujets de transfert de technologie, par exemple. Il y a aussi le financement, c'est un vrai sujet. Enfin, je pense que si vous regardez là où va les investissements de l'État dans les startups, de plus en plus, en fait, ils se dirigent vers les deep tech parce qu'on sait très bien que c'est de là où on a besoin il y a encore un trou massif dans la raquette, que ce soit niveau vraiment très seed, juste rien que pour les convaincre à se lancer. Et ensuite, quand ils font leur première levée, aujourd'hui, tu sais autant que moi que l'écosystème des VC n'est pas encore très tourné vers des startups, vers qui ont ce genre de profil risque. On a énormément parlé de la French Tech, mais finalement, on a assez peu parlé de CAT, non? C'est vrai.
Donc, tu as un parcours qui est juste exceptionnel. Et quel est ton driver? Tu as un fil conducteur ou finalement, à chaque fois, tu saisis des opportunités comme elles viennent ou comment tu fonctionnes? Ouais, en fait, je pense que je suis quelqu'un qui l'univers aime, tu vois. Enfin, moi, je pense que je veux dire que l'univers m'aime parce que, moi, à la base, j'ai grandi aux Philippines, à Manille, dans une famille très conservatrice où mon père était banquier, ma mère était femme au foyer et mannequin en mi-temps. Enfin, vraiment, donc il y avait vraiment ce genre de gens qui m'ont été imposés. Et je pense que le fil conducteur, c'est juste, j'ai dit oui à quasiment tout, quoi. Enfin, on m'avait demandé est-ce que ça m'intéresserait de partir en France, peut-être faire mes études là-bas, voir ce que ça donne et tout ça. J'ai dit oui. Reporters sans frontières, on en a parlé tout à l'heure. Je me suis retrouvée, par exemple, à soutenir des journalistes dans des zones de conflit ou mettre en place en fait des politiques qui pourraient mieux les protéger contre les censures. Et ça, c'est arrivé parce que j'avais fait un stage là-bas et le président il m'a appelé un jour quand la directrice est partie pour me dire bon bah là, je sais que tu es encore à Sciences Po et tout ça, mais est-ce que tu pourrais quitter tes études et revenir à Montréal pour devenir la directrice de Reporters sans frontières Canada? J'avais 23 ans. French Tech, c'est pareil. Enfin, French Tech, c'était le plus improbable, quoi. Enfin, je me souviens, c'était les DIRCAP de Mounir Mahjoubi qui m'avait proposé ce poste. Et en fait, ça m'a pris. Enfin, j'ai tellement été choquée par la question parce que j'avais tellement l'impression que, tu vois, pour moi, le directeur de la French Tech, c'est un mec en costard bleu foncé, cravaté, tout ça, qui s'est rédigé de fichiers de notes et tout ça pour les ministres, que ma première réponse était non. Et j'avais besoin de 3 jours de plus. En fait, non, je change d'avis, c'est une super opportunité pour avoir de l'impact. Mais je pense que quand tu viens de, tu vois, quand tu es ce genre de background-là, et tu sais pas ce qui est possible, tu as tendance à chaque fois qu'on te propose en fait le moindre opportunité de faire plus, de devenir plus, d'avoir un impact, tu fonces. Et ensuite, après les détails, et ensuite tu vois après. Donc je pense que jusque là, j'ai pas l'impression que je suis prête à ralentir. Je suis encore dans ce mindset-là et j'espère que ce soit voilà, pour la France, pour l'Europe, pour les deep tech, pour les diversités, ça continue comme ça. Et moi, c'est ma petite question perso. Comment on se sent au milieu des décideurs quand on doit représenter la France comme ça? Beaucoup d'hommes, oui. J'imagine. Et comment on se sent en fait? À l'étranger, c'est très différent. Si la question c'est comment je me sens, par exemple, à Bercy, en théorie de ces décideurs qui sont en effet beaucoup d'hommes, et comment je me sens quand je suis plus en mode représentation, par exemple que ce soit auprès de la Commission européenne ou quand on fait voilà ce genre de travail d'ambassadeur, c'est pas du tout la même chose. À l'étranger, je suis très très à l'aise, honnêtement, parce que quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le fait que quand je parle en anglais et quand les gens voient une jeune asiatique, relativement jeune. C'est bien, jeune. Asiatique et tout ça, ça correspond tellement pas à l'image qu'ils ont de la France que j'ai une certaine longueur d'avance en fait par rapport à mes discussions avec eux et c'est assez, voilà, il y a une interaction en fait qui est à la fois surprenante mais extrêmement positive parce que voilà, il y a cette ambiance là. Et puis en France, quelque chose qui est différente, c'est j'avoue, je me souviens que pendant mes premières réunions à Bercy, j'arrivais dans les salles de réunion, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience-là, c'est les salles de réunion, il y a genre 30 personnes autour d'une table extrêmement longue et tout ça, les gens sont habillés de manière assez similaire. Et quelque chose qui m'a un peu frappée, c'est que les gens, du coup, en effet, physiquement et tout ça, je ne ressens pas à tout le monde, mais au final, ce qui frappait le plus de gens, c'était pas le fait que je sois ici une minorité visible, c'était pas que je venais du privé ou que j'étais plutôt entrepreneur ou surtout pas le fait que je sois une femme, c'était le fait que j'ai un accent. Et ça, on parle jamais de la diversité des personnes qui ont encore leurs accents à l'âge de 38 ans et tout ça, mais en fait, c'est ça qui est le vrai marqueur du fait que je sois différente. Et au début... Et regarde Jean Castex. Finalement, voilà. Bon. Mais non, mais c'est un vrai sujet. Donc en fait, le truc c'est que je pense que pendant ma première année, mes premiers mois, j'essaie d'être comme tout le monde. J'essaie de me former à rédiger ce genre de choses. J'ai acheté plein de robes bleu foncé pour pouvoir me camoufler
avec les autres. Et puis au final, tu te dis, c'est pas pour ça qu'on t'a choisi. Justement, on t'a choisi pour que tu puisses secouer un tout petit peu les esprits. Et en fait, à partir du moment que tu le owns à 100%, et tu dis, c'est mon job en fait d'être complètement différente et du coup d'apporter des idées que les gens n'auraient peut-être pas, des perspectives que les gens n'auraient peut-être pas, c'est beaucoup plus facile. On se sent bien. Voilà. Bon, eh ben écoutez... Et donc, mais Pell, on l'arrête plus. Là. 3 jours pour accepter la French Tech. Donc, si on te propose d'être ministre, tu prendras plus que 2 jours. Là. C'est clair, on n'ose pas poser cette fameuse question, mais on découvrira un petit peu. Le mandat va s'arrêter bientôt, ton mandat. Mais bon, on laissera les auditeurs découvrir un peu ce qui va se passer pour toi, pour la French Tech. Avant de terminer vraiment, on a 4 questions un peu sympas, qui changent un peu. Et après, on dira au revoir, Kat. On a dépassé le temps. Quel est le premier resto que tu vas faire dès que ça réouvre à Paris? J'allais sortir mon resto préféré où j'allais toute seule à midi pour bouquiner, mais en même temps, ce resto est fermé. Donc, il faut que je re-regarde. Mais dès que ça va... Ah, il a fermé complètement? Bah oui, c'est arrivé. Je vais réfléchir. Ah ouais. Bon, tu réfléchis? Je te pose celle d'après? Elle sera peut-être plus simple. Ouais, en fait, si, non. Attends. J'ai un resto que j'adore qui s'appelle Konitoraya, qui est près de la Bourse, qui est un resto japonais, extrêmement chouette, qui fait des brunchs. Parce que j'ai vécu... en fait, j'ai terminé le lycée au Japon. Et du coup, j'ai une sorte de, je dirais, relation assez affective avec le monde culinaire japonais. Je vois que Pell écrit parce que c'est il adore les restos. Il nous fait découvrir plein de restos sympas à chaque fois. La deuxième, allez, je la pose. Et quel est ton dernier texto? C'est super perso, mais on espère que c'est pas... Quel est le dernier texto que tu as envoyé? Le dernier texto que j'ai envoyé, j'essaie de rejoindre un des startups du Next 40 pour une annonce que Cédric va faire vendredi sur l'emploi pour les jeunes. Et voilà, j'essaie de... Voilà. Du coup, les textos, c'était « S'il vous plaît, réponds-moi ». Je sais que c'est un peu de dernière minute, mais est-ce qu'on peut faire ça chez vous dans 3 jours? Je continue, Pell. Allez, bon, on s'est dit peut-être que Kat, elle mange McDo. Et on s'est dit, c'est quoi la commande habituelle que Kat fait au McDo? Qu'est-ce que tu prends? Moi, McDo, j'ai un truc que mon mari déteste absolument, mais je ne sais pas pourquoi, j'adore ça. J'ai tendance à commander le sundae avec le chocolat. Double dose. Voilà, mais avec des frites. Ah non. Et ça la rend dingue. Sundae frites. Ouais, sundae frites. Bon, après, je parle de mon mari qui, lui, mange la baguette avec du Coca-Cola. Donc, Ah oui, il y a des pratiques. Bon, et enfin, je te laisse l'honneur de poser la dernière avant de dire au revoir à Kat. Attends, moi qui ne regarde jamais de série, ta série du moment que tu recommandes. Alors, inutile de dire, je ne la connaîtrai pas. Donc. C'est vrai. Moi, j'aime beaucoup un série qui s'appelle Hajikiri, qui est un peu japonais, un peu anglais, qui est l'histoire en fait de 2 frères, un flic et une personne qui a plutôt suivi le vie un peu plus sombre et violent de la crime japonaise. Voilà, je vous le conseille fortement. Je connaissais pas non plus, je t'inquiète pas, Pell. Bon, pour récapituler, merci Kat, merci pour nous avoir éclairé tous ces sujets. Pell, tu veux rajouter le roi de... T'es comme le roi du... À chaque fois, Aurélie dit ça, mais en fait, on espère que tu vas continuer à avoir une action positive sur l'écosystème, quel que soit ton prochain challenge, parce que comme tu as incarné quand même, tu incarnes la French Tech depuis 3 ans et on voit que les lignes ont énormément bougé. Donc merci à toi et au nom, je pense, de tout l'écosystème. Et puis on va suivre avec attention les prochaines annonces et encore une fois la prochaine aventure que tu ne dois pas connaître. Comme finalement tu es guidé par des opportunités et le hasard. Donc j'espère que le hasard t'amènera au bon endroit. Et encore une fois pour en faire profiter tout l'écosystème. Merci Kat encore. Bon, et merci à bientôt. à vous. Salut. Salut, merci Kat.